À l'intérieur du palais de Kocham, le président Ibrahim Traoré était assis dans son bureau tard dans la nuit. Il n'avait pas besoin de café. Ses yeux étaient grands ouverts, son esprit aiguisé comme une âme. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Le silence était trop parfait. Les sourires lors de ces rencontres étaient trop forcés. C'est à ce moment-là qu'une petite enveloppe arriva. Pas de nom, pas de timbre, juste 4 mots écrits à la hâte, sois prudent. C'est à l'intérieur. Traoré l'ouvrit et trouva un morceau de papier avec une liste de noms, tous issus de l'armée. Il faisait confiance à certains. Certains faisaient même partie de son équipe interne. Mais, qu'est-ce que c'était? Le lendemain matin, il appela le capitaine Nabazongo, le même jeune officier qui avait aidé à démasquer l'espion quelques mois auparavant. Zongo, dit-il, j'ai encore besoin de toi. Tranquillement. Personne ne doit le savoir, pas même les généraux. Zongo salua. Oui, monsieur. Le président lui remit la liste. C'est non. Suis-les. Ne pose pas de questions. Observe seulement. Nous entrons dans quelque chose de grand. Zongo hocha la tête. Et si je trouve quelque chose? Ne me le signale pas par téléphone. Viens directement à moi. Ce n'est pas seulement de la politique. C'est la guerre. Cette nuit-là, Zongo disparut dans l'ombre. Il changea de vêtements, utilisa un faux nom et se déplaça comme un fantôme. Il ne faisait confiance à personne, pas même à ses collègues officiers. Il commença à suivre un nom de la liste, le colonel Dabir, commandant du 3e régiment d'infanterie. Dabir était un homme respecté, courageux et intelligent. Mais quelque chose n'allait pas. Zongo le suivit jusqu'à un complexe calme à la périphérie de la ville. Pas de garde, pas de véhicules officiels, juste 4 hommes en tenue militaire se réunissant à huis clos. Il prit des photos depuis le toit. Il enregistra des fragments de leur conversation à travers une fente de la fenêtre. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Le président va trop vite. Il a conclu des accords avec l'étranger. Le financement est désormais faible. Si nous n'agissons pas rapidement, nous perdrons tout. Une autre voix répondit. Alors, on agit avant la célébration de l'indépendance. On frappe une fois. Pas d'erreur. On le destitue. Le pays se stabilise. Le soutien étranger revient. Le cœur de Zongo se serra. Il préparait un coup d'État. Le capitaine Nabazongo ne perdit pas une seconde. Il retourna au palais avant le lever du soleil, passant devant des gardes qui ne connaissaient pas la tempête qu'il transportait dans son sac. Des photos, des enregistrements, et des noms d'hommes prêts à faire tomber le pays de l'intérieur. Le président Ibrahim Traoré était déjà réveillé, debout sur le balcon, regardant le ciel sombre devenir gris. Zongo le salua, lui tendit les dossiers et dit doucement. C'est vrai, monsieur. Ils prévoient de vous destituer avant la célébration de l'indépendance. Ils ont déjà choisi un remplaçant. Traoré ne broncha pas. Il ouvrit lentement le dossier, étudia chaque visage, écouta les voix enregistrées comme un chasseur étudiant sa proie. Puis il déclara. Nous ne paniquons pas. Nous nous préparons. Il convoqua une réunion secrète, non pas dans le palais, mais dans un poste de commandement abandonné à l'extérieur de la ville. Seulement 5 personnes furent invitées. Pas de téléphone, pas de communication. Même ses propres gardes ignoraient où il allait. Dans cette vieille pièce poussiéreuse, il disposa l'épreuve sur une table en bois. Ces hommes ne sont pas seulement des rebelles, dit-il. Ce sont des officiers entraînés. Certains ont combattu à mes côtés. J'ai partagé des repas avec d'autres. Et maintenant, ils projettent de poignarder le pays dans le dos. Un général secoua la tête. Nous pouvons les arrêter maintenant. Non, répondit Traoré. Si nous agissons trop tôt, nous attraperons les fantassins. Mais l'esprit derrière tout ça, lui, s'enfuira. Zongo se pencha en avant. Vous pensez qu'il y a quelqu'un de plus haut placé? Je le sais, dit Traoré. Le colonel Dabir n'est pas assez intelligent pour planifier cela seul. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Ils se tuent tous. Les yeux de Traoré se. Le capitaine Nabazongo ne perdit pas une seconde.
Il retourna au palais avant le lever du soleil, passant devant des gardes qui ne connaissaient pas la tempête qu'il transportait dans son sac. Des photos, des enregistrements, et des noms d'hommes prêts à faire tomber le pays de l'intérieur. Le président Ibrahim Traoré était déjà réveillé, debout sur le balcon, regardant le ciel sombre devenir gris. Zongo le salua, lui tendit les dossiers et dit doucement. « C'est vrai, monsieur. Ils prévoient de vous destituer avant la célébration de l'indépendance. Ils ont déjà choisi un remplaçant. » Traoré ne broncha pas. Il ouvrit lentement le dossier, étudia chaque visage, écouta les voix enregistrées comme un chasseur étudiant sa proie. Puis il déclara. « Nous ne paniquons pas. Nous nous préparons. » Il convoqua une réunion secrète, non pas dans le palais, mais dans un poste de commandement abandonné à l'extérieur de la ville. Seulement 5 personnes furent invitées. Pas de téléphone, pas de communication. Même ses propres gardes ignoraient où il allait. Dans cette vieille pièce poussiéreuse, il disposa les preuves sur une table en bois. « Ces hommes ne sont pas seulement des rebelles, dit-il. Ce sont des officiers entraînés. Certains ont combattu à mes côtés. J'ai partagé des repas avec d'autres. Et maintenant, ils projettent de poignarder le pays dans le dos. » Un général secoua la tête. « Nous pouvons les arrêter maintenant. » « Non, » répondit Traoré. « Si nous agissons trop tôt, nous attraperons les fantassins. Mais l'esprit derrière tout ça, lui, s'enfuira. » Zongo se pencha en avant. « Vous pensez qu'il y a quelqu'un de plus haut placé ? » « Je le sais, » dit Traoré. « Le colonel Dabir n'est pas assez intelligent pour planifier cela seul. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. » Ils se tuent tous. Les yeux de Traoré se plissèrent. « Nous les laissons aller juste assez loin. Puis nous frappons. » Pendant les 5 jours suivants, le président mena une double vie. En public, il prononçait des discours, serrait des mains, souriait aux caméras. En coulisses, il déplaçait ses forces loyales, vérifiait les armes, verrouillait les lieux clés. L'aéroport, la radio nationale, la caserne. Zongo s'infiltra plus profondément. Il suivit les putschistes alors qu'il rencontrait des hommes à l'air étranger tard dans la nuit. Il observa de grosses sommes d'argent échangées. Il entendit l'un d'eux dire. Une fois le président parti, la France reviendra. Tout redeviendra normal. Zongo fallait faire irruption cette nuit-là, mais il se souvint de l'ordre du président. Pas encore. Le 6e jour, Traoré reçut le message qu'il attendait. Les dirigeants du coup d'État avaient prévu d'agir dimanche soir, juste avant la cérémonie de levée du drapeau. Ils frappaient lors d'un faux exercice d'entraînement. L'un des généraux avait déjà déplacé des troupes fidèles pour encercler le palais. Et celui qui était derrière tout ça ? Son nom apparaissait dans le rapport final de Zongo. Quelqu'un que personne n'attendait. Quelqu'un juste à côté du président. Le nom dans le rapport final fit l'effet d'un coup de tonnerre. Général Yacouba Serre. L'un des officiers les plus respectés du pays, un homme que le public admirait, un homme qui se tenait aux côtés du président Traoré lors des discours, des défilés militaires, des événements nationaux. Traoré était assis seul dans son bureau, tenant le dossier à 2 mains. Sa mâchoire était serrée. Ses yeux ne clignaient pas. De tous les gens, Serre. Ils avaient partagé une tente au combat, mangé dans le même pot dans la brousse, combattu côte à côte pendant le soulèvement. Lorsque Traoré était arrivé au pouvoir, cet essai qui se tenait à ses côtés sur le balcon, levant le poing vers la foule. Et maintenant, c'était lui qui essayait de tout démolir. La trahison brûlait profondément. Le capitaine Mongo se tenait silencieusement à proximité, attendant. Il pouvait voir le poing dans les yeux du président. Mais Traoré ne s'était pas brisé. Il ne parlait pas avec émotion. Il se leva et dit. Préparez-vous pour l'opération Storm Night. Il ne cherchait pas les applaudissements. Il ne courait pas après le pouvoir. Il faisait simplement ce qui était juste. Et le peuple, lui, n'était pas seulement fier. Il était éveillé. Car maintenant, il savait que si quelqu'un essayait à nouveau de vendre le pays, il devrait affronter le lion. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.